Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 7 de la saison 8 de The Walking Dead. Je dois bien avouer que j'ai eu un peu de mal à me forger une opinion définitive sur cet épisode, et je pense après réflexion que c'est parce qu'il mélange ce qu'il y a de pire et de meilleur dans cette saison 8 jusqu'à présent. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le double concours que je vous propose pour le final de mi-saison, donc l'épisode 8 qui arrive déjà la semaine prochaine. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par clarifier la fin de cet épisode 7, puisque je me suis rendu compte sur le web que pas mal de monde l'avait plus ou moins mal comprise. En résumé, Rick arrive au sanctuaire avec le gang des poubelles, je l'appelle comme ça, et se rend compte qu'un des snipers de son équipe est mort et que plus aucun d'entre eux ne répond sur leur fréquence de communication. Il grimpe et constate dans son viseur que non seulement un connard a planté un camion dans la façade du sanctuaire, mais surtout que les walkers ne l'encerclent plus et que, de toute évidence, les sauveurs sont sortis. Alors attention, bien sûr, ça ne veut pas dire que le sanctuaire est totalement vide, mais ce qui est certain, c'est que le plan patiemment mis en place par Rick est totalement tombé à l'eau. Mais alors comment exactement les sauveurs ont-ils réussi à s'occuper de toute cette horde de walkers et à sortir? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est clair en revanche, c'est que Eugene, ou Eugène, prononcé comme vous voulez, a proposé un plan à Negan en fin d'épisode, un plan que nous n'avons pas entendu, mais qui avait clairement convaincu le chef des sauveurs, d'autant plus que Eugène a confirmé, qui plus est, sa capacité à fabriquer des munitions supplémentaires. Bon, maintenant que tout ça est plus clair, revenons à mon avis sur cet épisode un peu ambivalent. Et le bon côté, c'est qu'il s'y passe des choses. Enfin, la situation évolue au niveau du sanctuaire, ce qui n'était pas vraiment arrivé depuis le premier épisode de la saison, il faut bien dire, et Rick était tout prêt à passer à la phase finale de son super plan de la mort qui tue. Malheureusement, le mauvais côté de cet épisode, qui vient largement contrebalancer le bon, c'est plusieurs scènes que j'ai trouvées vraiment ridicules, avec la palme qui revient encore une fois au gang des poubelles, mais j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces différentes conneries, avec aussi celle de Daryl et compagnie. Et puis surtout, au milieu de tout ça, on a donc Eugène, et c'est vrai que l'interprète est plutôt bon et qu'on avait envie de savoir où est-ce qu'il en était dans sa tête entre Rick et Negan. De mon point de vue, cet épisode souffre d'un problème de structure, c'est qu'il passe trop de temps sur Eugène, l'évolution de sa situation, et pas assez sur le reste, et je pense que si l'épisode avait consacré à peu près la moitié du temps qu'il a effectivement consacré au personnage de Eugène, ça aurait été un peu moins poussif et moins répétitif. Bon, puisque je me suis lancé sur Eugène, allons-y jusqu'au bout. On le sent tout au long de cet épisode, le personnage est extrêmement tiraillé, et même quand on arrive à la toute fin, il n'a pas vraiment tranché, en tout cas de mon point de vue. Eugène est déchiré non seulement entre son ancien groupe et celui des sauveurs, mais plus profondément sur la définition qu'il doit donner à ce qu'il pense être son devoir en fonction de ses valeurs. Ce à quoi il faut bien sûr ajouter la caractéristique centrale, fondamentale, déterminante du personnage, à savoir sa lâcheté et aussi son incapacité maladive à aller au-devant de tout conflit direct avec quelqu'un d'autre. Et si déjà tout ça n'était pas suffisant, il n'y a pas moins de 4 personnages qui influencent Eugène ou tentent de l'influencer dans l'épisode, à savoir Dwight qui lui demande de ne rien faire, le père Gabriel qui lui demande de faire évader le docteur Carson 2.0, l'une des épouses de Negan qui lui rappelle qu'il a eu l'occasion de totalement changer la donne en leur donnant le moyen d'empoisonner Negan, et enfin Negan lui-même qui a parfaitement compris que la clé pour obtenir la collaboration d'Eugène consiste à jouer tantôt la menace, tantôt la valorisation et les compliments. Et puis au milieu de tout ça, comme vous le savez déjà très bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que Eugène ne brille pas par sa force de caractère. Et du coup, toutes ces influences et ces demandes contradictoires le rendent presque fou et le poussent à chercher du réconfort au fond d'une bouteille d'alcool. Mais au fond, que pense réellement Eugène? Eh bien, même s'il se dit Negan et qu'il tente de se convaincre qu'il l'est à 100%, notamment après la connerie de cette attaque du camion qui coûte la vie à pas mal de personnes plus ou moins innocentes que sont les travailleurs, je pense qu'en réalité, il n'est ni Negan ni Rick. En effet, je ne pense pas que Eugène soit en réalité prêt à assumer concrètement la violence intolérable et les tortures et autres privations de liberté que suppose le régime de Negan et que lui rappelle Dwight. S'il devait lui-même appliquer le fer rouge, il en serait bien incapable. Mais malheureusement, l'attaque du camion a fini de convaincre Eugène que le groupe de Rick ne vaut pas beaucoup mieux, et oui, il n'a pas la possibilité de savoir que cette action provient d'un petit groupe isolé. En résumé, si vous me passez l'expression, on peut dire que Eugène a totalement le cul entre deux chaises, et finalement c'est sa lâcheté et son instinct de survie qui vont lui dicter sa conduite, plutôt qu'un choix moral qui est devenu impossible.
Et puisqu'il est pour l'instant chez les Sauveurs et sous la protection de Negan, il aide ce dernier notamment pour permettre au plus grand nombre des travailleurs d'échapper aux Walkers, et advienne que pourra des conséquences pour Rick et tous ses anciens compagnons de voyage comme il les appelle. Vous l'aurez compris, de mon point de vue, son choix est pratique et pas moral, et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi il n'est pas capable de révéler la trahison de Dwight à Negan une fois que Dwight entre dans la pièce. Et oui, dans ce cas-là, Eugène continue tout simplement à choisir par défaut le chemin de moindre résistance, la voie la plus facile et qui génère pour lui le moins possible de conflits directs et personnels. Petit détour par le père Gabriel, comme je l'avais supposé dans l'analyse de l'épisode précédent, c'est bien le fait de s'être recouvert d'entrailles de Walker qui l'amène à souffrir d'infections apparemment mortelles. Et d'un point de vue médical, c'est totalement logique, ce qui l'est moins, c'est que cela n'arrive pour la première fois qu'aussi longtemps après le début de la série. Gabriel appelle donc Eugène à suivre le plan que Dieu aurait pour lui et à faire le bon choix, mais d'un autre côté, ce qu'il demande à Eugène est totalement ridicule. Il était impossible de faire sortir le Dr Carson avec le sanctuaire encerclé de Walkers. C'est complètement con comme demande. Concernant Dwight maintenant, je dois dire que j'ai trouvé son comportement plutôt rationnel dans l'ensemble, et je m'attache à ce personnage, d'autant plus que c'est lui qui prend les risques maximum. Et il en a tellement assez d'être un sauveur avec tout ce que cela implique de saloperie, qu'il n'est même pas capable d'abattre Eugène sur le toit, alors que clairement il a toutes les bonnes raisons de le faire, que ce soit pour la sauvegarde du plan, ou surtout sa propre survie. Au sujet de cette scène, je trouve que l'idée de reprendre l'iPod de Sacha était sympa, et le fait de revenir sur son sacrifice permet de mieux mettre en perspective le choix que fait Rosita de ne pas se lancer dans l'action irréfléchie de Daryl & Co. Et puisque j'y suis, cette bande de cons là, parlons-en. En résumé, on avait donc le sanctuaire totalement encerclé et coupé du reste du monde, avec des moyens de subsistance forcément qui commençaient à manquer, et pour gagner, il suffisait d'attendre, de surveiller les alentours, et de veiller à ce que rien ne vienne distraire la horde de Walker. Mais non, apparemment, attendre quelques heures de plus ne convient pas à Daryl et Tara, qui veulent voir leurs ennemis tomber tout de suite, peu importe si des dizaines de travailleurs meurent atrocement au passage. C'est justement tout ce que Rick voulait éviter, et comme il l'avait très justement expliqué à Daryl, ce type d'action risque clairement de renforcer la solidarité des sauveurs entre eux, et même de convaincre certains travailleurs à prendre les armes contre la faction AHK, pour reprendre la terminologie d'Eugène, avec AHK pour Alexandria, Hilltop et Kingdom, ou en français ça donne ACR, Alexandria, Colline et Royaume. En gros, le seul intérêt de cette attaque au camion, c'est de nous offrir une scène d'action correcte, mais tout ça au prix de ce qui me semble un niveau de stupidité inadmissible chez les personnages qui en sont les instigateurs. Et clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le capital sympathique avec Daryl en prend un sacré coup dans la tronche, et du coup, s'il venait à mourir cette saison, ça ne me gênerait pas plus que ça. D'ailleurs, en y réfléchissant, on pourrait même penser que ça y rajouterait enfin un peu de piquant. Quoi qu'il en soit, une sacrée explication va arriver entre Daryl et Rick, c'est obligatoire, et je n'ai rien contre ce type d'opposition interne, c'est plutôt intéressant en termes de dynamique scénaristique. La seule chose qui m'atterre, c'est la stupidité du raisonnement qu'on trouve derrière. Et évidemment, la conséquence de tout ça, ce sera des morts, sans doute à Alexandria, et du coup, Daryl pourra venir chialer, grosse impression de déjà vu. Et puis bon, le passage mystère de Morgan entre je me barre dans la forêt et je deviens sniper au sanctuaire, ok admettons, mais c'est quand même un peu limite. Last but not least, on a donc la suite et fin des mésaventures de Rick dans les poubelles. Et Jadis prend donc Rick en photo sous toutes les coutures et fait faire un croquis de lui, sans doute dans l'idée de le sculpter d'abord en version vivante et ensuite en version Walker, d'où le fameux after dont Jadis se contente en guise d'explication. Puis vient la scène du pseudo-sacrifice dans laquelle, heureusement, Rick défonce tout le monde de façon plutôt marrante, même si c'est totalement irréaliste. Et apparemment, la clé pour convaincre ce groupe de blaireaux, c'est de montrer, encore une fois, à Jadis qu'il a d'énormes cojones. D'ailleurs, elle a l'air super partante pour les voir de plus près. Sans aucune logique apparente, Rick gagne donc les poubelleux à sa cause. Je ne sais pas comment on peut écrire un truc aussi ridicule dans une série avec une aussi grande audience, ça me dépasse. Bon, soyons positifs et optimistes, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le final de mi-saison devrait carrément envoyer du pâté avec ses 60 minutes. Comme je vous le disais en intro, ne ratez pas l'émission de lundi prochain, celle consacrée à l'épisode 8. En effet, il y aura 2 concours et vous aurez l'occasion de remporter l'intégrale de la saison 7. Et oui, c'est cool. Et du coup, au passage, je tiens à remercier Arnaud et Étienne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!